J'ai donc le plaisir de recevoir à mes côtés la directrice générale, puis là, je vais lire le mot comme il faut pour pas me tromper, du pôle économique vert de Chaudière-Appalaches, le PEVK, donc le PEVK, Madame Chantal Gauvin. Bien, merci de me recevoir, c'est très gentil. Effectivement, vous l'avez bien prononcé, le PEVK, à ne pas confondre comme la dernière fois avec le PFK, c'est très, Oui, avec très les différent. poulets frits. Exactement. Donc, oui, effectivement, je suis très heureuse de représenter le PEVK ici aujourd'hui pour commencer cette belle série. D'ailleurs, c'est une belle initiative de votre part, on vous remercie. Ça fait partie d'un de nos objectifs cet automne, c'est de rencontrer la population, de les informer, leur apprendre un peu plus qui nous sommes, ce que nous faisons sur le terrain. Alors, le PEVK a été lancé en décembre 2022. Alors, officiellement, nos opérations datent maintenant depuis 2 ans. Mais en arrière-plan, ça fait quand même quelques années qu'on travaillait à bâtir le regroupement avec les membres fondateurs. Mais ce qu'on fait, c'est effectivement, c'est de transformer et de viser la revalorisation des résidus miniers dans la région de Chaudière-Appalaches. Alors, toutes les entreprises, nous sommes maintenant 6 entreprises de transformation minérale écologique qui sont membres du PEVK. On a tout ensemble et en commun l'objectif de redonner une certaine fierté à la région de Chaudière-Appalaches. Alors, Benoît, bienvenue. Bonjour. Juste pour situer les gens, parce que tout à l'heure, avant le début de l'émission, on disait il y a des gens qui ne savent pas qu'on a une industrie qui s'appelle les sables Olimag à Thetford. Vous êtes où? Effectivement, les gens connaissent très peu de choses, des fois des sables Olimag où on a entendu parler, mais ne savent pas vraiment ce qu'on fait. On est situé sur la rue Cahouette, près de ce qu'on appelle le Vieux-Saint-Maurice. Le seul tunnel qu'on a à Thetford, bien, quand on passe ce tunnel-là, juste après, à droite, on a les installations de nos opérations d'usine de production. Donc, bon. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous autres, les sables Olimag? Bien, en fait, Sable Olimag, c'est le leader mondial de la production d'olivine synthétique. Donc, l'olivine, c'est un sable ou c'est un minéraux qui existe sur la Terre, mais nous, on fait de l'olivine synthétique, c'est-à-dire qu'on le fait à partir d'un procédé breveté, un procédé de calcination thermique, c'est-à-dire qu'on fait subir aux minéraux, donc des résidus miniers, un traitement qui vient changer la composition chimique et puis ce qui en devient un minéraux qui a les mêmes compositions que l'olivine qu'on trouverait naturellement. Puis la plupart du temps, les gens qui produisent ce minéraux-là, l'olivine, ça provient d'autres pays, donc outre-mer, comme la Turquie, la Norvège, l'Italie ou d'autres pays comme ça. Mais en Amérique, il n'y a pas beaucoup de producteurs d'olivine naturelle. Puis il y a Olimag, qui est lui le leader de la production d'olivine synthétique. 3R Minéral. Qu'est-ce que vous fabriquez, vous, comme compagnie? En réalité, on ne fabrique rien. Ah bon? On a été créé pour être capable de tourner la page sur l'ancien, sur le passé des résidus miniers. On doit valoriser les résidus miniers, valoriser les propriétés qui appartiennent à la société Asbestos et puis s'assurer de permettre un avenir, puis je dirais même de ramener la fierté dans la région avec tout l'héritage du passé vers l'avenir. Fait qu'on se tourne vers l'avenir avec les nouveaux projets. Donc, vous êtes en partenariat avec d'autres qui vont revaloriser les résidus d'amiante? Effectivement. On a déjà 5 partenaires d'affaires avec lesquels on a des ententes signées pour faire la valorisation des produits miniers. C'est divers projets. KSM, par exemple, vont faire des fertilisants. Eco2 Magnésia, là, ils vont générer de l'oxyde de magnésium ultra pur avec l'empreinte écologique la plus basse au monde dans leur domaine. Ensuite de ça, on travaille avec des entreprises on essaie de sauver la planète en séquestrant de façon permanente le CO2. Et on a 3 entreprises avec lesquelles on travaille, Planetary Technologies, ensuite Exterra, Solutions Carbone, et la dernière, c'est de l'Université de Sherbrooke, SkyRenew. Bien, je vais tous les recevoir, ces gens-là, moi aussi. Oui, comme c'est gentil. Parce que j'imagine que la plupart que vous avez nommés font partie du PEVK, là. Exact. Oui. Ah bon, OK. Ce sont tous des membres du PEVK et ce sont des gens avec qui on a des ententes commerciales, comme je vous dis, pour certains sites miniers qui sont propices à leur
projets respectifs. Monsieur Lemieux, bonjour. Bonjour. KSM, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'il y a une signification avec ces trois lettres-là? Oui, KSM, comme je vais vous expliquer, on est dans la production de fertilisants à base de potassium. Donc, K, c'est le symbole chimique du potassium. Ah oui. Donc, KSM, c'est pour le potassium, le soufre et le magnésium. C'est au cœur des fertilisants qu'on va produire. Bon. On parle de, justement, que vous êtes une entreprise qui allait fabriquer, est-ce qu'on peut dire ça, des fertilisants? Oui, exactement. Donc, l'usine KSM, on est en pleine construction de notre usine à Tring-Jonction, sur le site de l'ancienne mine Carré. C'est un site qu'on a acquis en 2021. Puis, officiellement, on est en construction depuis le mois d'août 2023, donc un peu plus d'1 an maintenant. Construction va bien. On prévoit le démarrage des opérations au printemps 2025. Monsieur Couillard, bienvenue. Merci, bienvenue. Alors, Eco2 Magnésia, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette industrie-là? Je viens de dire aux gens que vous allez gruger nos halles, là, comme on appelle ici nos dompes. Là. Bien, ce qu'on vise, c'est vraiment revaloriser les résidus miniers qui ont été empilés sur le site. Vous le saviez autant que moi, il y a des quantités quand même très, très grandes de résidus. Ces résidus-là contiennent des métaux qui ont une valeur commerciale. Donc, notre but, c'est d'aller retirer certains de ces métaux-là puis les commercialiser. Alors, Eco2 Magnésia, qu'est-ce que ça veut dire, le nom de la compagnie? Il doit avoir un sens là, à ces mots-là. Magnésia, c'est pour notre produit final. Donc, c'est le nom technique pour l'oxyde de magnésium. Eco2, c'est une contraction de notre procédé qui est à la fois écologique et qui utilise comme ingrédient principal le gaz carbonique, donc le CO2. Ah bon, OK. Alors, c'est pour ça qu'on dit éco-magnésium. Exactement. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Sévigny. Ma première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça, Sigma DevTech? Ben alors, Sigma, ça vient de stratégie, innovation, go-to-market. Évidemment, puis DevTech, c'est qu'on est dans le développement de technologie. C'est qu'on est un peu comme des accélérateurs de développement de technologie pour faciliter l'entrée dans la commercialisation de ces innovations-là. La semaine dernière, je recevais le directeur, ou plutôt le vice-président ingénierie de Eco2 Magnésia, Maxime Couillard. Et c'est exactement ça qui nous a... Parce qu'il a parlé de Sigma DevTech parce que vous êtes à l'origine de Eco2 Magnésia. Oui. Oui, bien, même il y a quelqu'un avant nous qui est aussi à l'origine de ça. l'INRS, j'imagine. Exactement, parce que la technologie, à la base, elle a été développée à l'INRS à Québec, à l'Institut national de la recherche scientifique, aux terres environnement. Puis c'est des chercheurs que je connaissais dans le cadre de mon travail de développement de technologie qui m'avaient approché pour dire « Hey, on a une nouvelle technologie pour capter les gaz à effet de serre. Est-ce que ça t'intéresse? » Bon, je suis toujours un petit peu sceptique avant de décider de prendre un projet ou pas. Et puis, on a écouté les chercheurs, on a dit « Oh, wow, je pense qu'il y a quelque chose là. » On utilise des résidus miniers, on les valorise, puis on capture les gaz à effet de serre. Je pense que c'est un beau dossier pour Sigma DevTech. C'est comme ça qu'on est très en amont dans le développement technologique. C'est Sigma, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui font ça. C'est que nous, on est à la source, on est près des inventeurs qui sont dans les centres de recherche, dans les universités, puis on trace le chemin pour se rendre au marché en fonction de l'état d'avancement de la technologie. Et c'est de là. Je dis biogénie, j'hésitais beaucoup parce que à un moment donné, tout récemment, c'était pas le nom que vous portiez de la compagnie. Hein? Non, tout à fait. Là, quelques mois, notre entreprise Englobe a été vendue en deux entités distinctes. Et puis, on a pris deux chemins différents. Donc, le groupe Ortec, donc une entreprise française établie en France, mais depuis plusieurs années qui sont au Québec, a fait l'acquisition de Englobe Environnement. Donc, le groupe Ortec, 14 000 employés. Entreprise familiale. Donc, toute une fierté de faire partie de ce groupe-là. Qu'est-ce que vous faites à Biogénie? C'est quoi, là? Qu'est-ce que vous mangez en hiver? Des pistes de raquettes ou quoi? Oui, pour ceux que certains qui connaissent dans le temps Biogénie, parce qu'on a repris un nom ancien
qui avait été fondée en 86. Donc, j'ai même été embauché en 1994 par Biogénie. Donc, Biogénie, ça le dit, donc c'est la génie de la bio. Donc, nous, notre force, c'est vraiment les micro-organismes. Génie de la vie. C'est ça, exactement. Puis même, notre slogan, nous, de notre côté, c'est l'audace de régénérer la terre. Donc ça, c'est vraiment un slogan qui nous tient à cœur parce qu'on veut beaucoup, beaucoup faire de la valorisation. Donc, Biogénie, 4 axes principaux au niveau d'expertise. Donc, le premier est vraiment au niveau du traitement des sols contaminés afin de pouvoir vraiment les traiter par voie biologique. Donc, c'est vraiment une technologie qui se trouve être biologique, écologique, la plus économique possible aussi, la plus verte. Donc, après ça, on va trouver après traitement, les valoriser, les sols. On parle depuis beaucoup d'émissions du fameux pôle économique vert de Chaudière-Appalaches. J'aimerais savoir ce que la députée pense de ce nouvel organisme dans la région. Bien, j'en pense du bien. Je suis contente qu'il y a des gens qui se sont regroupés pour être plus forts, pour travailler sur leur projet de valorisation des résidus miniers. Mais la députée de Frontenac, de Lotbinière-Frontenac, là, c'est pas d'hier qu'elle travaille sur la revalorisation des résidus miniers, si je me trompe pas. Non, bien moi, ça fait depuis, avant mon élection, quand je suis revenue dans la région en 2017, puis que j'ai regardé qu'est-ce que je pourrais apporter au niveau politique dans la région, je me suis intéressée aux haldes minières. J'ai fait des rencontres aussi, puis on me disait qu'il y avait des incohérences au niveau de la réglementation, tout ça. Puis, je me suis dit que moi, quand je serai élue, je vais agir là-dessus. Puis, c'est ça, en 2018, j'ai commencé tout de suite à travailler là-dessus. Puis, dès 2019, on a fait le BAP sur les résidus amiantés. Puis, c'est ça, en 2020, il y a eu un rapport. Puis, le constat du rapport disait qu'il manquait de données. Concernant l'amiante, tout ça. Puis après ça, ça a donné lieu à un plan d'action gouvernemental. Donc ça, je suis venue l'annoncer avec le ministre de l'Environnement. J'étais vraiment très fière. Puis il y avait 38,5 millions de dollars sur 5 ans là, qui accompagnaient ce plan-là. Donc, je suis vraiment très fière d'avoir réalisé ça, parce que s'il n'y avait pas eu de BAP, s'il n'y avait pas eu de rapport ni de plan, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le moteur de tout ce qui est en train de se passer et de ce qui va se produire aussi dans les prochaines années. La première question là, que je vous pose, c'est comment vous voyez ça, l'arrivée de ce pôle économique vert dans la région? Tiens, je vais commencer avec Suzanne. Je le savais. On se doit de le voir de façon très positive, parce que d'avoir ce type d'organisation-là qui est existant et qui maintenant est là pour soutenir et accompagner toute la multitude de nouvelles entreprises qui peuvent se créer et qui tournent justement au niveau de l'économie verte, de l'économie circulaire. Alors, c'est vraiment important de les avoir, puis que ce soit un acteur très présent chez nous. Fait que ça va venir soutenir à la fois les entreprises déjà en place, mais ça va soutenir aussi tous les démarrages et les entreprises qui vont être en relève aussi des entreprises existantes. Alors, ce n'est que du positif à mes yeux. Bon. Alors, Draman. Je trouve que c'est une initiative qui tombe à point pour accompagner les entreprises de la région dans leur virage vert, parce que ça fait partie désormais des exigences sur le plan du financement désormais pour les entreprises. Il y a un regard assez pointu sur les pratiques qui tendent vers le vert. Donc, je pense que c'est une initiative qui arrive à point. Et aussi, face à la rareté de certaines ressources, on va dire, énergétiques, je pense que d'accompagner les entreprises pour adopter des systèmes qui sont moins énergivores, c'est une initiative qu'on salue des deux mains. Bon. Alors, toujours du positif à ma gauche, à ma droite, maintenant. Ça va demeurer positif aussi. Je pense qu'on est à même de voir qu'on est entouré. Ici, on appelle ça les haldes. Pour d'autres personnes, il y a d'autres noms, là, mais bon. Les ondes. C'est ça. En bon français. On va parler de haldes. Et puis, bon, les résidus miniers,
amiantés ont plusieurs propriétés, puis vous en avez parlé dans certaines émissions, avec des entreprises qui sont déjà en place et ou à venir. Bien, tout ça, bien, on a pour de nombreuses années contenu des millions de tonnes, ce qui fait que ben, les organisations comme celle-là vont être importantes. Au lieu que les gens arrivent et puis qu'il y ait toutes sortes d'idées, au moins il va y avoir une structure minimale et puis ils vont être entourés de partenaires comme nous sommes, mais aussi le PFK. Et Luc? Bien, c'est sûr que c'est une initiative qui est importante. Le fil conducteur, comme Guy le disait, c'est les résidus miniers, entre autres. Depuis le bannissement de l'amiante, puis même avant, il y avait une préoccupation importante de la région pour voir la suite des choses par rapport à cet héritage minier-là qu'on a sur le territoire. On parle beaucoup des résidus miniers amiantés, mais pour nous, du côté de la ville, c'est plus large que ça. Là. Dans le haut de l'entonnoir, on a les friches industrielles qui sont abandonnées. On a tout l'immobilier que possèdent aussi les compagnies minières. Évidemment, il y a les terrains aussi. C'est quand même des grands propriétaires fonciers au niveau du développement de notre ville. Puis, effectivement, les résidus miniers amiantés. Donc, avec... on en parlera peut-être, mais avec la tangente qu'on voit du côté de la captation du CO2 puis tout ce qui pourrait se faire au niveau de la carbonatation à partir des résidus miniers amiantés, ça offre des possibilités qui sont intéressantes. Donc, de fédérer tous ces joueurs-là autour d'une organisation dans le but d'avoir un message commun puis d'avoir des actions qui sont communes, un plan d'action, c'est fantastique. Là, on ne peut pas demander mieux. C'est ce qu'on souhaitait en termes de région depuis des années. Donc, c'est une belle initiative. Ça devrait être porteur. La revalorisation des résidus miniers, depuis le début de la série d'émissions, on a parlé du pôle économique vert. On a même eu le plaisir de recevoir sa directrice générale, Mme Chantal Gauvin. Et on reçoit également les entreprises, dont Olimag, qui est déjà en opération depuis 1986. Une autre qui va l'être là, très bientôt, dans quelques mois, là. Alors, moi, j'aimerais savoir l'opinion et du maire et du préfet sur, comment je pourrais appeler ça, ce renouveau, cette réaction positive par rapport à la revalorisation des résidus miniers. Bien, en fait, il y a juste du positif dans ça. C'était un de mes thèmes de campagne électorale à un moment donné. Je ne sais plus trop laquelle des campagnes, la deuxième ou la troisième. Puis je disais, il faut passer du gris au vert. Passer du gris au vert, c'est ça. C'est passer du résidu minier qui est gris, qui fait référence à une histoire terne qui est un peu derrière nous de l'histoire de l'exploitation de l'amiante qui s'est terminée, au vert, qui est le vert, la couleur de l'espoir, la couleur environnementale, parce qu'on vient réutiliser les résidus d'une entreprise, qui était l'industrie minière, pour en faire la matière première d'une nouvelle entreprise. Donc là, on parle vraiment d'économie circulaire. Alors, c'est en plein dans les thèmes de ce qu'on veut faire dans notre société aujourd'hui. Donc, puis en même temps, en plus de réutiliser le résidu d'une entreprise pour que ça devienne la ressource première d'une deuxième entreprise, bien, ça vient en plus, dans les procédés, venir éliminer la fibre d'amiante qui fait si peur à nos amis de la santé publique. Mais ça ne disparaîtra pas d'un coup de magique, à moins justement qu'on les transforme. Mais il y a de la richesse dans ça. Tu sais, à une époque où est-ce qu'on voit plusieurs municipalités, plusieurs citoyens s'opposer à la présence de mines proches des milieux bâtis, bien nous, pas besoin de faire de mines. C'est déjà là, c'est déjà sorti de terre. Ça demande juste à être réutilisé, à être revalorisé, créer de la richesse, alors que présentement, c'est un passif. On veut transformer ce passif-là en actif. Quand on parle d'un groupe de concertation des bassins versants, la première question, moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est quoi ça, un bassin versant? Un bassin versant, en fait, c'est un territoire qui est délimité par des limites naturelles, pas administratives comme on est habitué de le voir. Donc, les montagnes, c'est vraiment avec la topographie du milieu. Puis c'est toute l'eau qui, quand elle tombe, exemple la pluie, va finir par arriver au même point. Donc, le bassin versant de la rivière Bécancour, c'est tous les cours d'eau qui se jettent dans la rivière Bécancour. Tous les territoires, exemple une rue, là, ça peut, quand l'eau tombe avec la pluie, ça ruisselle, ça rejoint un fossé, le fossé rejoint la rivière et la rivière rejoint la rivière Bécancour. Donc, ça, et la rivière Bécancour, on s'en va au fleuve. Exactement. Puis le fleuve s'en va à la mer. Exactement. Mais là, on parle de Bécancour, là. Mais la rivière Bécancour, là, elle passe pas juste à Thetford, là. Non, c'est ça. Donc, ça veut dire que votre groupe de concertation, là, le Gros Bec, vous avez tout un territoire?
Oui, on a tout qu'un territoire. Donc, notre territoire commence à Thetford avec le lac Bécancour, qui prend la source de la rivière Bécancour, en fait. Puis, ça s'écoule à travers Thetford, Black Lake, Irlande, le lac William, le lac Joseph, ainsi de suite, jusqu'au fleuve à Bécancour. OK. Donc, vous autres, vous faites quoi exactement? On dit, là, le groupe, vous concertez, mais concertez quoi, là? Vous êtes là pour quoi, vous autres? Oui. Donc, les organismes de bassins versants en général, au Québec, il y en a 40, donc une pour chacune des grandes rivières qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, nous, on est l'un de ceux-là, puis c'est créé par la loi sur l'eau. Donc, notre mandat, en fait, c'est d'assurer la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Parce qu'avant, quand on faisait des activités, exemple, pour améliorer la qualité de l'eau, c'était souvent par municipalité. Donc, il n'y a pas les limites administratives d'un bassin versant, donc il n'y a pas le même impact, il n'y a pas la même portée. Donc, maintenant, notre objectif à nous, c'est de faire la concertation entre tous les acteurs du bassin versant, tous les acteurs de l'eau. Donc, c'est les citoyens, les entreprises, les propriétaires agricoles, la sériculture, l'industrie minière, tout ça ensemble, puis développer ensemble des actions à mettre en œuvre pour la qualité de l'eau. J'ai été sur le site de Extera et c'est écrit « Leader dans le domaine de la carbonation minérale accélérée ». Qu'est-ce que ça veut dire pour un profane comme moi? Oui, donc la carbonatation minérale, c'est une réaction naturelle qui se passe entre les roches et le CO2 dans l'air et dans l'eau de pluie. Les roches vont naturellement minéraliser ou transformer ce CO2-là en roche. Donc, ça va former une croûte blanche sur le dessus des résidus. Puis, la façon de le faire, c'est un procédé qui est très lent dans la nature. Puis, on a développé une méthode pour le faire environ 7 millions de fois plus rapidement que la nature. Donc, c'est pour ça, accéléré. OK. Quand on parle de carbone ou CO2, là, c'est quoi au juste, ça, dans la nature, là? Oui. Donc, le CO2, c'est un gaz très utile pour beaucoup de formes de vie sur Terre, mais c'est aussi, il y a une concentration de CO2 dans l'atmosphère qui, plus il y a de CO2, plus on va avoir l'effet de gaz à effet de serre. Donc, c'est un gaz à effet de serre. OK. Bon. Puis, dans les dernières, depuis les années 1900, on a émis énormément de CO2. Puis, on est en train de un petit peu dérégler les cycles naturels de la Terre. Là, Est-ce que c'est ça qui vient affecter la couche d'ozone quand on parle des gaz à effet de serre? Donc, le carbone est dans ça? Oui, c'est un des gaz à effet de serre, exactement. OK. Puis, c'est celui qui dure le plus longtemps, si on veut, dans l'atmosphère, comparé au méthane, qui en est un autre, qui se détruit plus rapidement, naturellement, dans l'atmosphère. Le CO2 reste pendant très, très longtemps. Donc, l'effet qu'on ressent sur la Terre, en termes de réchauffement, lié au CO2 est important. OK. J'ai à mes côtés, en face de moi, un historien, un ami, qui travaille au Centre d'archives région de Thetford, Patrick Hood. Bonjour, Patrick. Salut, Pierre. Alors, tu es la personne idéale pour venir nous parler de l'historique de l'amiante. Bien, c'est effectivement, comme tu dis, il y a eu exploitation d'amiante. Donc, pour avoir des résidus, il faut qu'il y ait eu exploitation, il y a eu quelque chose auparavant. C'est ça. Fait qu'effectivement, on va parler un peu d'historique aujourd'hui. Oui. Alors, comme je disais, c'est que là, on a des haldes, comme on dit, nous autres, dans le des dons. Oui, là. Des dons. Mais on a eu de l'exploitation. Donc, en faisant un historique, ça part de quand, ça, l'exploitation des mines d'amiante dans la région? En fait, pour l'exploitation dans la région, il faut quand même reculer, là, même, je dirais, début des années 1800, là, la région elle se développe parce que les cantons sont ouverts ici. Donc, on est dans la région des cantons de l'Est à l'époque. On est comme la pointe des cantons de l'Est, en fait. Et le terrain se développe tranquillement, mais il n'y a pas vraiment d'installation, il n'y a pas d'exploitation. C'est quelques habitants ici et là sur le territoire. Ça ne se colonise pas vraiment. C'est beaucoup des terrains de spéculation foncière. Donc, même si les cantons ouvrent à partir de 1800 et dans les années qui vont suivre, il faut vraiment attendre là, 1850 et même 1875, 1870 et 1875 pour voir s'installer des gens donc, qui sont des agriculteurs, des bûcherons pour le commerce du bois. Donc, il y a très peu d'installations, en fait, d'établissements ici, ce qui fait que la région de Thetford est un peu comme de côté. À l'époque, la place centrale, c'est Inverness. Dans le fond, là, vraiment le long du chemin Gosford, avec le chemin Craig également aussi qui passe aux alentours. Donc, le lieu chef de la région, c'était Inverness et ce devait être Inverness à cette époque-là.
Malheureusement pour Inverness, heureusement pour Thetford Mines, on trouve une petite roche qui s'appelle l'amiante, 1876, et on va décider de changer le lieu, en fait, d'Inverness vers Thetford Mines. On va changer le cœur parce que à Inverness, à l'époque, la diligence passait là. On a aujourd'hui le musée du bronze qui était à l'époque le bureau d'enregistrement. C'était aussi la cour de justice. C'était tous les notaires étaient là. Il y avait la prison également dans ce bâtiment-là, qui est un bâtiment institutionnel assez imposant, alors qu'à Thetford Mines, il n'y avait absolument rien là. Et quand je vous dis qu'on change vraiment l'axe de développement par la voie ferrée, et la voie ferrée, en fait, qui est encore un sujet aussi aujourd'hui, une thématique très importante pour le développement économique, bien, à l'époque, c'est la même chose. La voie ferrée va passer pour le commerce du bois et on commence à s'intéresser aussi. Et c'est là qu'on va trouver cette fameuse roche d'amiante-là. L'Observatoire national de l'amiante. Qu'est-ce que ça fait, cette bébête-là? C'est la grande question, on dirait, qui vient avec l'Observatoire. En fait, ça observe. Exactement. Pour mettre la table, on va commencer avec ça. L'Observatoire, c'est vrai, on observe, on a vraiment un rôle d'observation. Mais ultimement, ce qu'on veut faire, c'est vraiment consolider, mais développer aussi toute la connaissance qui entoure l'impact à la santé et à l'environnement au niveau des communautés en lien avec le développement, qui sont liés à la mobilisation puis la valorisation des résidus miniers amiantés. Fait que c'est un rôle d'observation, de consolidation, mais surtout de consolider l'ensemble des connaissances qu'on connaît de ce dossier-là en vue de le diffuser puis de le rendre accessible aussi à l'ensemble des intervenants du milieu.